J'ai offert à mes parents un investissement de démarrage de 50 000 $ à mon arrivée chez eux. Pour signer les papiers, ils m'ont dit qu'ils avaient décidé de donner l'argent à mon frère, accro au jeu, au lieu de l'utiliser pour l'entreprise. Mon père a dit froidement, « Ton frère a besoin d'une seconde chance, tu réussis toujours. » Je n'ai rien dit. Cependant, lorsqu'ils ont découvert le compte bancaire. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. J'espère que vous passez une merveilleuse journée, où que vous soyez. J'aimerais que vous puissiez partager dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez et quelle heure il est là maintenant. Commençons notre histoire ensemble. Le rêve avait une odeur, ou du moins celui que j'essayais de construire pour mes parents en avait une. Il sentait la cannelle chaude, le pain levé frais sorti du four, et l'arôme réconfortant et sombre du café fraîchement préparé. Pendant 5 ans, ce parfum fantôme avait été mon compagnon silencieux, ma motivation. 5 années de week-end sautés avec des amis, de déjeuner pris à mon bureau pendant que mes collègues sortaient, de canalisation méticuleuse de chaque dollar supplémentaire de mon emploi d'ingénieur dans un compte d'épargne dédié. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent et les 50 000 $ que j'avais finalement amassés, il s'agissait d'offrir à mes parents, Richard et Suzanne, la seule chose dont ils avaient toujours parlé avec nostalgie mais qu'ils n'avaient jamais cru possible, une petite boulangerie chaleureuse qui leur serait propre, un héritage. Ma mère avait un jour soupiré en regardant par la fenêtre de leur vieille maison de banlieue, quelque chose de chaleureux et de réel à laisser derrière nous. Mon père, un homme dont les mains étaient plus habituées aux feuilles de calcul qu'à la pâte, hochait la tête, une douceur rare dans ses yeux généralement pragmatiques. La boulangerie ou le lever du soleil de Suze, avait-il murmuré, ça sonne bien. Leurs paroles avaient planté une graine. Moi, Michael, leur fils toujours responsable, peut-être trop sérieux, m'était chargé de faire pousser cette graine. Ce n'était pas un caprice. J'avais passé des soirées et des week-ends à faire des recherches, la démographie des quartiers potentiels, les loyers des petits espaces commerciaux, le coût des fours et des mélangeurs industriels d'occasion. J'avais trouvé un endroit parfait, ensoleillé, dans un coin de la rue principale d'une ville voisine, un endroit avec une bonne circulation piétonne et une vitrine qui demandait presque à afficher des croissants feuilletés et des cupcakes colorés. Le plan d'affaires que j'avais rédigé était complet, prudent, voire même. Je voulais que cela fonctionne pour eux, leur donner un moyen joyeux et stimulant de passer leurs années de retraite, quelque chose de plus que de regarder la télévision en journée. La seule note discordante dans ce plan par ailleurs harmonieux était mon jeune frère, Ryan. Ryan, qui traversait perpétuellement une période difficile, toujours au bord d'un brillant stratagème de richesse rapide qui implosait inévitablement, laissant mes parents se tordre les mains et, le plus souvent, puiser dans leurs modestes économies. J'avais appris à ignorer le faible ronronnement d'anxiété qui accompagnait toujours les pensées de Ryan. Cette boulangerie, ce cadeau de 50 000 $, était pour maman et papa. C'était leur rêve, et j'allais le réaliser. Une fierté silencieuse gonflait ma poitrine chaque fois que j'y pensais. J'étais celui qui réparait, le fiable, et cela ressemblait à la réparation ultime, une contribution véritablement positive et durable. La dernière étape était la paperasse. J'avais ouvert un nouveau compte courant conjoint, y déposant la totalité des 50 000 $. J'étais signataire avec eux, mais les fonds étaient clairement affectés, un cadeau pour le démarrage de la boulangerie. La demande de bail pour l'emplacement de la rue principale était remplie, il ne restait plus qu'à obtenir leur signature et le dépôt initial. J'avais tout dans une pochette en papier brun clair, prêt pour notre réunion de dimanche après-midi. La semaine précédente, mes appels téléphoniques avec eux avaient été étranges. La voix de maman, généralement chaleureuse et effusive lorsqu'elle discutait de la boulangerie, avait une qualité tendue, un peu trop joyeuse. « Oh, Michael chéri, nous sommes si heureux de te voir dimanche », a-t-elle gazouillé. Mais lorsque j'ai essayé de confirmer certains détails concernant le fournisseur d'équipement que j'avais trouvé, elle a rapidement changé de sujet. « Ryan traverse une période un peu difficile encore », a-t-elle mentionné, sa voix s'abaissant avant de dévier immédiatement vers la météo. Papa était encore plus évasif, remettant à plus tard tous les détails avec un « nous parlerons quand tu arriveras, fils ». Un petit nœud d'inquiétude avait commencé à se former dans mon estomac, une sensation désagréable que j'ai essayé de chasser en me concentrant sur l'image de leur visage lorsque j'exposerai les plans finaux. J'ai même acheté une bouteille de leur cidre pétillant Martinelli S préféré, la variété raffinée, pour fêter ça. Puis, samedi soir, un SMS de Ryan a illuminé mon téléphone, j'ai entendu dire que tu viens demain. De grandes nouvelles, hein? Clin d'œil, l'émoji clin d'œil semblait déplacé, presque moqueur. Je l'ai regardé longtemps, le neuf froid se resserrant.
Ryan manifestait rarement de l'intérêt pour ce que je faisais, encore moins avec une pointe d'arrogance. J'ai secoué la tête, me disant que je surréagissais. Il s'agissait de maman et de papa. Dimanche est arrivé, une journée d'automne claire et lumineuse. Alors que je conduisais chez mes parents, celle où j'avais grandi, une vague de nostalgie m'a envahi, le grincement familier de la balançoire du porche lorsqu'une brise la prenait, les rouges et les jaunes vibrants de l'érable que papa avait planté lorsque j'avais 10 ans, la peinture légèrement délavée des volets. C'était une maison de souvenirs, de genoux écorchés et de gâteaux d'anniversaire, d'angoisses non exprimées et de sacrifices silencieux. Aujourd'hui, j'espérais que ce serait une maison de pure joie. Mais dès que je suis entré, la chaleur à laquelle je m'attendais semblait absente. L'air était épais, lourd d'une tension non dite. Mes parents étaient assis dans le salon, non pas avec l'impatience anticipée que j'avais envisagée, mais avec une sorte de formalité rigide. Papa était perché au bord de son fauteuil, les articulations blanches alors qu'il serrait les accoudoirs. Maman était assise raide sur le canapé, les mains serrées fermement sur ses genoux. Et là, allongé à l'autre bout du canapé comme s'il était chez lui, se trouvait Ryan, un sourire narquois sur les lèvres, les yeux brillants d'une confiance indéchiffrable et troublante. La bouteille de cidre pétillant que j'ai posée sur la table basse à côté d'une pile de vieux magazines semblait rétrécir sous le poids de l'atmosphère de la pièce. « Salut », ai-je dit, ma voix sonnant anormalement forte dans le silence. Alors, j'ai toute la paperasse pour le compte de la boulangerie et la demande de bail pour cet emplacement de la rue principale. J'ai levé la pochette en papier brun clair, mon sourire ressemblant à un masque mal ajusté. Maman s'est tordu les mains, son regard passant de moi à papa, puis à Ryan. « Michael, chérie, a-t-elle commencé, sa voix tremblant légèrement, nous devons parler. » Papa s'est éclairci la gorge, un son sec et rauque. Il a fixé un poing quelque part au-dessus de mon épaule gauche. « Fils, a-t-il dit, sa voix plate, il y a eu un changement de plan avec l'argent. » Le nœud froid dans mon estomac s'est solidifié en un bloc de glace. Mon sourire s'est effondré. Un changement de plan? J'ai répété les mots, au goût de cendre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tout est prêt. De l'autre côté de la pièce, le sourire narquois de Ryan s'est élargi. Il ressemblait à un chat qui avait non seulement acculé le canari, mais qui s'était déjà régalé. Mon père, Richard, a finalement croisé mon regard, ses propres yeux contenant un mélange de malaise et d'une étrange détermination d'acier à laquelle je ne m'attendais pas. « Eh bien, fils, a-t-il commencé ?» sa voix adoptant ce ton soigneusement raisonnable qu'il utilisait lorsqu'il s'apprêtait à annoncer de mauvaises nouvelles. « Ta mère et moi avons beaucoup réfléchi, et Ryan a vraiment besoin de notre aide en ce moment, désespérément. » À côté de lui, ma mère, Suzanne, a hoché la tête, ses yeux me suppliant, comme si elle implorait une compréhension que je ne pouvais pas encore concevoir. Il s'est mis dans une mauvaise passe encore, Michael, a-t-elle dit, sa voix un murmure bas et anxieux. Des dettes. Il a juste besoin d'un nouveau départ, chérie, d'une vraie chance cette fois. Il a promis? Le refrain familier. Ryan promettait toujours. Une peur glacée a commencé à me parcourir l'échine, me piquant à la nuque. Des ennuis, ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. J'avais la gorge serrée, contractée. Quel genre d'ennui? Et qu'est-ce que cela a à voir avec l'argent de la boulangerie? La pochette en papier brun clair dans mes mains est soudainement devenue lourde, son contenu insignifiant. C'est Ryan qui a répondu, sa voix empreinte d'un droit au titre irritant. Écoute, c'est simple, grand frère. Il s'est légèrement redressé de sa position avachie sur le canapé, une arrogance décontractée dans sa posture. J'ai besoin d'argent pour régler les choses, prendre une marge de manœuvre et me remettre sur pied. Papa et maman ont accepté. C'est plus important en ce moment qu'une vieille boulangerie poussiéreuse. Vieille boulangerie poussiéreuse, ai-je répété, le regardant, puis mes parents, l'incrédulité luttant contre une compréhension naissante et nauséabonde. L'air de la pièce semblait crépiter. Vous voulez dire que vous donnez les 50 000. 50. 000. Mais 50 000. Que j'ai économisé pendant 5 ans pour votre boulangerie à Ryan? Les mots ressemblaient à des éclats de verre dans ma bouche. L'expression de mon père s'est durcie, toute trace de malaise a disparu, remplacée par une détermination froidement pragmatique à sa mâchoire. Ton frère a besoin d'une seconde chance, Michael, a-t-il déclaré, sa voix dépourvue de chaleur, chaque mot étant un coup de marteau. Tu réussis toujours. Tu retombes sur tes pieds. Tu t'en sortiras.
C'est pour la famille. La famille est de la famille. La famille est de la famille. La phrase, autrefois un mantra réconfortant dans notre foyer, ressemblait maintenant à une blague cruelle, une justification de l'injustifiable. Mon succès, mon travail acharné, était utilisé comme une arme contre moi, une raison de rejeter ma contribution, mon cadeau. Ma mère a ajouté, sa voix tremblante mais ferme, un front uni avec mon père. Il a promis que c'était la dernière fois, Michael. Il va vraiment changer de vie avec ça. Il a juste besoin de cette grande chance. Ses yeux m'imploraient, mais tout ce que je pouvais voir était un gouffre sans fond d'encouragement dans lequel Ryan les entraînerait et maintenant moi avec joie. Un rugissement a commencé dans mes oreilles, un son sourd et précipité qui a tout effacé pendant un instant. La trahison n'était pas seulement un concept, c'était une sensation physique, un poing serrant mon cœur, me coupant le souffle. Ma poitrine s'est resserrée comme si quelqu'un y avait enroulé du fil de fer barbelé. Le rêve méticuleusement conçu, le parfum de la cannelle et du pain frais, tout cela s'est dissous en une fumée amère et âcre. Le rejet désinvolte de mes 5 années de sacrifice, le favoritisme flagrant, presque joyeux, c'était une blessure profonde et viscérale. Je pouvais sentir le picotement des larmes derrière mes paupières, mais je les ai fait disparaître, une colère froide commençant à remplacer le choc. Le salon, autrefois si familier et réconfortant, s'est soudainement senti étranger, hostile. Chaque photo de famille sur la cheminée, moi avec un sourire béant, Ryan sur son premier tricycle, nous tous lors de vacances à la plage oubliés semblaient se moquer de moi, des accusations dans leurs visages souriants. Je n'ai rien dit. Le silence s'est étiré, épais et étouffant, rempli de leurs attentes non exprimées et de mon incrédulité silencieuse et bouillonnante. Mon esprit, habituellement si rapide et analytique, s'est senti engourdi, puis a commencé à courir, rejouant leurs paroles, leurs expressions. J'ai jeté un coup d'œil à la bouteille de cidre pétillant intacte sur la table basse, puis à la pochette en papier brun clair dans mes mains. Cela ressemblait à un accessoire d'une pièce à laquelle je ne voulais plus participer. Lentement, délibérément, je me suis levé. Mes mouvements semblaient raides, robotiques. Mes parents et Ryan m'ont regardé, une lueur d'incertitude dans leurs yeux. Peut-être s'attendaient-ils à une dispute, une supplication, ou du moins à une acquiescement réticente et pleine de ressentiment. Ils avaient certainement vu cela de ma part auparavant, de plus petites batailles que j'avais concédées pour le bien d'une paix fragile. Mais cette fois, quelque chose en moi s'était brisé trop profondément. J'ai pris ma pochette, son poids étant maintenant un fardeau plutôt qu'une promesse. J'ai pris la bouteille de cidre. Ma voix, lorsque j'ai finalement parlé, était étrangement calme, dépouillée de toute émotion, la voix d'un étranger dans mes propres oreilles. Je vois. Sans autre mot, je me suis retourné et je suis sorti de la maison. Le clic du loquet de la porte d'entrée derrière moi était doux, mais dans le silence chargé, cela semblait aussi définitif qu'un coup de feu. Je ne me suis pas retourné. Le claquement de la portière de ma voiture un instant plus tard a été le seul son à vraiment briser le charme, une ponctuation à leur trahison. Je ne suis pas parti immédiatement. Je me suis arrêté juste en bas de la rue, hors de leur champ de vision. Mes mains serrant si fort le volant que mes articulations étaient blanches, ma respiration était saccadée et superficielle. Des tremblements ont parcouru mon corps, une réaction retardée au choc. Puis, avec un regain de résolution froide et claire, j'ai sorti mon téléphone. Mes doigts, humides d'une transpiration soudaine, ont légèrement trébuché alors que j'ouvrais mon application bancaire. Mon cœur martelait contre mes côtes, un oiseau frénétique pris au piège dans une cage. Je suis allé au compte conjoint, celui que j'avais si espérant créer. Il était là, 50 000 $, encore intact, non touché par eux. Ils ne s'étaient même pas donné la peine de le regarder, tant leur plan était sûr. Avec quelques tapotements décisifs sur l'écran, j'ai lancé un virement de la somme entière, jusqu'au dernier centime, vers mon compte d'épargne personnel. Transaction en attente, les mots brillaient sur l'écran. J'ai retenu ma respiration. Transaction terminée. Un petit soupir presque imperceptible s'est échappé de mes lèvres. Il n'y avait pas de triomphe, pas de satisfaction, seulement un profond sentiment de perte assombri par une colère juste et bouillonnante qui commençait enfin à brûler à travers l'engourdissement. J'ai mis la voiture en marche et je suis parti, l'image de ma maison d'enfance rétrécissant dans le rétroviseur, n'étant plus un sanctuaire de chaleur et d'appartenance, mais un monument à une trahison profondément personnelle et dévastatrice. De retour dans ce salon étouffant, comme je l'ai reconstitué plus tard, mes parents et Ryan étaient initialement, follement soulagés que je n'ai pas fait de scène, que je n'ai pas discuté.
Ils ont probablement attribué cela à mon schéma habituel, blessure initiale, capitulation éventuelle. Ryan, je pouvais l'imaginer, était probablement déjà en train de dépenser mentalement l'argent, des visions de jetons de casino ou d'une nouvelle entreprise tout aussi vouée à l'échec dansant dans sa tête. 1 heure ou 2 se sont écoulées. Ryan, impatient comme toujours, a sans doute commencé à les importuner. Allez, faisons ça, je l'imaginais dire, peut-être en claquant des doigts. J'ai des gens qui attendent, vous savez. Des promesses à tenir. Mon père, probablement avec un soupir de fausse réticence masquant sa propre impatience à apaiser son fils préféré, se serait connecté au compte bancaire sur son vieux ordinateur portable haletant. Ma mère, je l'imaginais, serait penchée par-dessus son épaule, un battement nerveux dans sa poitrine. Puis la confusion naissante. Richard aurait plissé les yeux sur l'écran. C'est étrange, aurait-il murmuré, ajustant peut-être ses lunettes. Le solde est nul. La voix de Suzanne, aiguë d'incrédulité, 0. Que voulez-vous dire par 0? Êtes-vous sûr? Richard, son visage pâlissant alors qu'il cliquait sur l'historique des transactions, le sang se drainant de son visage, il l'a repris, aurait-il murmuré, les mots se coinçant dans sa gorge. Michael, il a repris tout l'argent. Et puis l'explosion. Ryan, il quoi? Sa voix, je pouvais presque l'entendre, un cri aigu de fureur et d'incrédulité, ce sale ingrat, égoïste. Après tout ce que tu m'as dit, tu m'as promis que je l'aurais. Il se serait levé, marchant, un animal en cage, son visage contorsionné de rage. Peut-être aurait-il asséné un coup de poing sur la table basse, faisant tinter les vieux magazines. C'est de ta faute, aurait-il crié à mes parents. Tu aurais dû le faire accepter sur le champ. Tu es toujours trop gentil avec lui. Vous êtes trop mou avec lui. Mes parents, stupéfaits dans le silence pendant un moment, seraient alors consumés par leur propre panique. Suzanne aurait commencé à pleurer, sa voix empreinte d'un chagrin théâtral. Comment a-t-il pu nous faire ça? À son propre frère? Après tout ce que nous avons fait pour lui. Mon père, le visage blanc, serait pris entre sa colère envers moi et une peur naissante et viscérale, peur du tempérament volatile de Ryan et, plus pressant, peur des gens que Ryan avait mentionnés, les créanciers troubles dont la patience était clairement épuisée. Le prétexte fragile du rêve de la boulangerie se serait évaporé en un instant, révélant la réalité laide de la vie désespérée et endettée de Ryan, une réalité dont ils étaient désormais seuls responsables. La diatribe de Ryan se serait poursuivie, pleine d'accusations, de blâmes et peut-être même de menaces concernant ce que ses créanciers feraient s'ils ne pouvaient pas les payer avant une échéance imminente. La façade familiale soigneusement construite s'était effondrée, et ils se sont retrouvés à regarder dans l'abîme de leur propre création. Mon téléphone a commencé à sonner peu de temps après mon retour à mon appartement. L'identification de l'appelant a clignoté, papa. Je l'ai regardé, mon pouce planant sur le bouton de réponse, puis je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Un instant plus tard, il a recommencé à vibrer, maman. J'ai fait de même. Les messages vocaux qui ont suivi étaient un cocktail prévisible d'émotions, d'abord la voix de papa, tendue de fureur contenue, me demandant de m'expliquer, puis se transformant en un ton tendu, presque suppliant, m'exhortant à réparer ce désastre que tu as créé. Puis maman, sa voix épaisse de larmes et d'un tremblement pratiqué et culpabilisant, m'accusant de cruauté, de déchirer la famille. Ryan est dévasté, Michael, terrifié. Comment peux-tu être si insensible? Chaque mot était une petite piqûre, mais la blessure vive de leur trahison initiale était trop vaste pour que ceci s'enregistre profondément. Une résolution froide s'était installée dans mes os. Je leur ai tous deux renvoyé un seul message concis, l'argent était pour la boulangerie. Puisqu'il n'y a pas de boulangerie, l'argent est de retour chez moi. Ceci n'est pas sujet à discussion. Ensuite, pour ma propre santé mentale, j'ai bloqué leur numéro. J'avais besoin d'espace, de silence, d'un moment pour traiter l'implosion de ce que j'avais toujours considéré comme ma famille. La première personne que j'ai appelée était Sarah, mon amie d'enfance, aujourd'hui une assistante juridique extrêmement compétente et pragmatique. Elle m'a écouté patiemment raconter toute l'histoire sordide, ma voix se brisant parfois malgré mes efforts pour rester calme. Lorsque j'eus terminé, il y eut un bref silence de son côté, puis, bravo, Michael. Enfin. Mon Dieu, ils ont profité de ta bonne nature pendant des années. Ton frère, et tes parents le laissent faire. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Sa validation a été comme une bombe, une petite voix de raison dans le chaos. Mais même avec le soutien de Sarah,
Plus tard ce soir-là, seul dans mon appartement silencieux, le poids de leurs actes, de leurs accusations, s'est abattu sur moi. C'était mon point de rupture. La campagne de dénigrement a commencé presque immédiatement, à une vitesse effrayante. Tante Patty, la sœur cadette de mon père, une femme pour laquelle j'avais toujours éprouvé une affection silencieuse, m'a appelé le lendemain, sa voix douce et angoissée. Michael, chéri, je ne sais pas ce qui se passe, mais Suzanne m'a appelé ce matin en larmes. Elle m'a dit, eh bien, elle a dit que tu avais promis une grosse somme d'argent à Ryan pour le sortir de graves ennuis, et puis à la dernière minute, tu l'as cruellement repris, le laissant en danger. Elle a dit que tu avais toujours été difficile, ingrat. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Ils n'étaient pas seulement en colère, ils essayaient activement de détruire ma réputation, déformant le récit pour me présenter comme le méchant, eux-mêmes et Ryan comme les victimes. Ma poitrine s'est serrée comme si quelqu'un avait enroulé des barbelés autour de mes poumons. Une vague de nausée m'a envahi. J'ai regardé la photo de famille sur ma table de nuit, un vestige d'un temps plus heureux ou peut-être simplement plus inconscient, et j'ai ressenti un profond sentiment d'isolement. Étais-je le méchant? Étais-je déraisonnable? Les murs soigneusement construits de leur unité familiale s'étaient refermés, et j'étais à l'extérieur, grelottant de froid. La maison où j'avais grandi, chaque souvenir, m'a soudain semblé étranger. Chaque photo souriante était une accusation. Ce soir-là, mon téléphone a sonné d'un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais un certain instinct m'a poussé à répondre. Michael, c'était ma mère, sa voix rauque, hystérique, presque méconnaissable. Michael, tu dois l'aider. Tu ne comprends pas. Maman, lui ai-je dit, non. Écoute, a-t-elle crié, et puis les mots ont jailli, un torrent d'aveux paniqués. Nous leur avons déjà promis aux gens à qui Ryan doit de l'argent, nous leur avons promis qu'ils l'auraient pour demain. Ton père a même donné sa parole, Michael, en se basant sur tes 50 000 $. Il leur a dit que c'était comme si c'était déjà sur le compte de Ryan avant même que tu viennes signer ces papiers de la boulangerie. Nous pensions que tu comprendrais. Nous pensions que tu serais d'accord. Tu dois le rendre. Je suis resté figé, le téléphone pressé contre mon oreille. L'air de mon appartement semblait devenir plus froid, plus mince. Avant même que je vienne signer les papiers de la boulangerie, ils n'avaient pas seulement détourné les fonds, ils avaient préemptivement engagé mon argent, mes économies de toute une vie, sur la base d'une hypothèse grotesque de ma soumission. Toute la réunion du dimanche, leur intérêt fin pour la boulangerie, leur discussion sur un changement de plan, tout cela avait été une charade élaborée et méprisable. La trahison n'était pas une décision prise sur le coup, elle était préméditée, calculée. Mon estomac s'est retourné. Maman, ai-je dit, ma voix dangereusement calme, as-tu entendu ce que tu viens de dire? Un sanglot étouffé a retenti de l'autre côté, puis un clic. Elle avait raccroché. Je me suis affaissé sur mon canapé, le téléphone glissant de mes doigts engourdis. Une clarté froide et terrible a commencé à se former au milieu des débris de mes émotions. C'était bien pire que je ne l'avais imaginé. J'ai immédiatement appelé Sarah, ma voix tremblant tandis que je lui racontais ce que ma mère venait de dire. « Oh, Michael » a-t-elle soupiré, sa voix emplie d'un mélange de pitié et d'indignation. C'est au-delà d'un simple drame familial maintenant. Ils ont frauduleusement engagé tes fonds. Tu dois documenter chaque chose, chaque appel, chaque texto, chaque indice. Qu'est-ce qu'ils t'ont encore caché toutes ces années? Sa question est restée suspendue dans l'air, menaçante et lourde. Qu'est-ce qu'ils m'avaient encore caché? Poussé par une nouvelle colère glaçante et les conseils pragmatiques de Sarah, j'ai commencé à creuser. J'ai sorti de vieilles boîtes de relevés bancaires que j'avais conservées à des fins fiscales, j'ai parcouru les courriels archivés sur mon ordinateur portable, je me suis forcé à passer au crible des souvenirs que j'avais longtemps refoulés ou minimisés. C'était comme gratter une croûte, sachant que ça saignerait, mais ayant besoin de voir l'étendue de la blessure. Le schéma qui en a émergé était essayurant, le prêt de 5 000 $ à Ryan, soi-disant pour un bout de camp de codage auquel il n'a jamais assisté, un courriel de maman plein d'éloges pour ma générosité, les 3 000 $ pour les réparations de voitures d'urgence après que Ryan ait été pris en train de faire des courses illégales, un retrait précipité de mes économies que papa avait garanti qu'il rembourserait, et puis le gros coup, celui qui m'a glacé le sang, les obligations de mon fonds universitaire. J'avais toujours supposé qu'une petite partie avait été utilisée pour les frais de scolarité, le reste réinvesti, comme mes parents me l'avaient dit. Mais en parcourant d'anciens courriels, je l'ai trouvé, un message soigneusement rédigé de ma mère datant d'il y a près de 15 ans. Elle avait emprunté,
selon ses mots, une somme importante à 5 chiffres de ses obligations pour couvrir l'une des premières dettes de jeu importantes de Ryan. Elle avait rempli le courriel de platitudes manipulatrices, « Tu es un si bon fils, Michael, toujours si compréhensif. Nous allons bien sûr le rembourser avec intérêt. Ce n'est qu'une mesure temporaire pour aider ton frère à se remettre sur pied. Le remboursement, bien sûr, ne s'est jamais matérialisé. L'intérêt était une fiction cruelle. Il m'avait activement menti à ce sujet pendant des années, me disant qu'il augmentait dans un investissement sûr. Mon propre avenir, pillé négligemment pour mon frère perpétuellement à la dérive. Le total, y compris les 50 000 $, était stupéfiant. Il n'avait pas seulement aidé Ryan, il m'avait systématiquement vidé de mon argent. Au moment même où je regardais ce vieux courriel accablant, mon écran noirci par le poids de ses implications, tante Patty m'a appelé à nouveau. Sa voix était hésitante, empreinte de culpabilité. « Michael », a-t-elle dit doucement, je dois te dire quelque chose d'autre. Je me sens terriblement mal. Richard et Suzanne, ils savaient que Ryan était profondément endetté auprès d'usuriers des semaines avant même que tu ne mentionnes l'argent de la boulangerie. Ils étaient paniqués. Je les ai entendus parler. Ils discutaient spécifiquement de la façon dont ton offre pour la boulangerie était le seul moyen de sortir Ryan de là, comment ils pouvaient te convaincre que l'argent était pour le rêve alors que, vraiment, il était toujours destiné aux dettes de Ryan dès le départ. Elle a fait une pause, puis a ajouté, « Je suis tellement désolé, Michael. J'aurais dû te prévenir. J'ai été une lâche. » Ces paroles ont été comme les derniers verrous qui se sont mis en place dans une serrure très vilaine. Le rêve de la boulangerie n'a pas seulement été mis de côté ou détourné opportunément, c'était un stratagème délibéré et cynique, un piège soigneusement appâté pour ma générosité connue. Mais 50 000 $ n'étaient pas une manne providentielle pour Ryan, c'était la cible précise de leur plan manipulateur et désespéré. La profondeur de leur tromperie était à couper le souffle. Armé de cet arsenal de vérités glaçantes, l'aveu involontaire de ma mère, les preuves concrètes du fonds universitaire épuisé, la longue liste de prêts passés et le témoignage corroborant de tante Patty, je savais ce que j'avais à faire. La pensée d'une confrontation m'a rempli d'un mélange de peur et d'une résolution froide et inflexible. Sarah, toujours loyale, a insisté pour être là. Monsieur Chin, l'avocat que Sarah m'avait recommandé après l'appel hystérique de ma mère, avait déjà rédigé et envoyé une lettre officielle de cessation et d'abstention à mes parents concernant tout harcèlement ultérieur et affirmant mon droit légal à la récupération de mes fonds. Il a conseillé qu'une dernière déclaration claire de ma position, en personne avec un témoin, pourrait être la façon la plus propre de mettre fin à cette liaison financière toxique. J'ai accepté de les rencontrer, mais à mes conditions, une petite salle de réunion neutre dans un centre communautaire local, pas mon appartement et certainement pas leur maison, qui me semblait maintenant être un territoire ennemi. Ils sont arrivés ensemble, Richard, Suzanne et Ryan. Le visage de mon père était un masque de mécontentement sombre. Ma mère avait l'air pâle et amaigrie, les yeux rouges et hagards, se déplaçant nerveusement dans la pièce stérile. Ryan était avachi sur sa chaise, rayonnant une énergie belligérante et pleine de ressentiment. Il pensait probablement qu'il pouvait encore me faire pression ou me culpabiliser pour me soumettre. Il n'avait aucune idée de ce que je savais maintenant. Sarah était assise à côté de moi, un pilier silencieux de soutien, son bloc-notes et son stylo prêt. « Michael », a commencé mon père, sa voix basse et graveleuse, ça a assez duré. Tu déchires cette famille à cause de l'argent. J'ai laissé l'accusation planer dans l'air un instant, puis j'ai croisé son regard, le mien stable et froid. Non, papa, ai-je dit, ma voix étonnamment ferme, dépourvue du tremblement que je ressentais intérieurement. Toi, maman, et Ryan, avez déchiré cette famille bien avant aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement des 50 000 $. J'ai fait une pause, puis j'ai commencé à tout exposer, pièce par pièce accablante. Maman, mardi soir, tu m'as appelé, et tu as admis que toi et papa aviez déjà promis mes 50 000 $ aux créanciers de Ryan avant même que je ne vienne dimanche. Tu as admis que la discussion sur la boulangerie était une mascarade. Suzanne a sursauté, sa main se portant à sa bouche. Richard lui a lancé un regard furieux. Et puis j'ai continué, mon regard inébranlable. Il y a la question de mon fonds universitaire. J'ai glissé une copie imprimée de l'ancien courriel sur la table. Ce courriel, datant de 15 ans, détaille comment vous avez emprunté une somme importante pour les dettes de Ryan, de l'argent que vous m'avez dit être en sécurité et qui augmentait. Il n'a jamais été remboursé. J'ai ensuite produit une liste concise des autres prêts, des dates et des montants clairement détaillés.
Cette idée de boulangerie n'était pas un rêve que vous chérissiez, c'était un mensonge, un stratagème calculé pour obtenir 50 000 $ de moi pour renflouer Ryan une fois de plus. Mon père a commencé à s'emporter, son visage devenant rouge foncé. Comment osez-vous? Comment osez-vous accuser votre mère et moi? Et alors? Ryan a soudainement grogné, se levant, sa voix brisée par une rage désespérée et arrogante. Ce n'est que de l'argent. Tu as toujours eu la vie facile, Michael. Tu as toujours eu plus qu'assez. Ce n'est pas juste que tu aies autant et que je n'ai rien. Son explosion, son aveu choquant, a plané dans l'air stérile de la salle de réunion. Le stylo de Sarah griffonnait tranquillement sur son bloc-notes. Ma mère pleurait ouvertement maintenant, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Mon père avait l'air complètement défait, le combat le quittant tandis qu'il regardait son plus jeune fils. J'ai regardé Ryan, puis mes parents, une clarté profonde et douloureuse m'envahissant. C'était mon argent, Ryan, ai-je dit, ma voix calme mais portant le poids d'années de ressentiment gagné grâce à mon travail, mes sacrifices et cette famille. J'ai déplacé mon regard vers mes parents. La banque Michael, ai-je déclaré, chaque mot délibéré, est définitivement fermé. J'ai glissé des copies des prêts documentés et du courriel du fonds universitaire sur la table vers eux. Nous n'avons plus rien à discuter. Le silence qui a suivi ma déclaration a été lourd, étouffant. Ryan, le visage déformé par un masque de fureur impuissante, a lancé une série d'injures et a quitté la pièce en claquant la porte si fort que les murs de la petite salle de réunion ont semblé vibrer. Débarrassez-vous-en. Son départ a été comme une soupape de pression qui se libérait, bien que l'atmosphère soit restée épaisse de récriminations non dites et des débris de notre famille. Mon père, Richard, qui avait toujours semblé si imposant, si maître de lui-même, avait maintenant l'air petit, dégonflé. Il a regardé les papiers sur la table, les preuves de leur longue tromperie, comme s'il les voyait pour la première fois. Il n'a pas croisé mon regard. Ma mère, Suzanne, pleurait toujours, mais ses sanglots étaient plus calmes maintenant, un son triste et vaincu. Il n'y a eu aucune excuse, aucun éclair de remords dans leurs expressions, seulement le choc terne de l'exposition, peut-être une prise de conscience de la finalité de mes paroles, ou peut-être était-ce simplement de l'apitoiement sur soi. À ce moment-là, je ne me suis honnêtement pas soucié de faire la distinction. Sarah a discrètement rassemblé ses notes. Je me suis levé. Je pense que nous avons terminé ici, ai-je dit, ma voix dépourvue de colère maintenant, juste une profonde lassitude. Je n'ai pas attendu de réponse. Sarah et moi sommes sortis, les laissant au milieu des ruines de leur propre fabrication. Alors que nous sortions au soleil de l'après-midi, j'ai pris une profonde inspiration. L'air était plus pur, plus léger, malgré le vide dans ma poitrine. Le combat, celui que je ne savais même pas mener depuis tant d'années, était enfin terminé. J'avais tracé ma ligne, non dans le sable, mais dans la pierre solide. Plus tard ce jour-là, un SMS de tante Patty est apparu sur mon téléphone, j'ai entendu dire que tu as résisté. Ça demande plus de courage que tu ne le sais. Certaines vérités sont dures, mais nécessaires. Je suis fier de toi, Michael. Ces paroles ont été une petite consolation, un rappel que toutes les relations familiales ne sont pas fondées sur des mensonges. Dans les semaines et les mois qui ont suivi, j'ai maintenu une politique stricte de non-contact. C'était difficile. Il y a eu des moments, surtout tard dans la nuit, où une pointe de quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité, ou peut-être simplement une vieille habitude, surgissait. Mais ensuite, je me souvenais de la trahison calculée, des années où j'avais été une ressource pratique, et le sentiment se solidifiait à nouveau en résolution. J'ai commencé une thérapie, quelque chose que j'aurais probablement dû faire il y a des années, déballant des décennies de dynamique familiale, d'être celui qui est responsable, le bon fils qui devait absorber tous les chocs et combler toutes les lacunes. C'était douloureux mais incroyablement libérateur. Et les 50 000 $? Ils étaient restés sur mon compte d'épargne, symbole de mon indépendance retrouvée. Après mûre réflexion, j'ai décidé d'investir une partie judicieusement pour mon propre avenir. Avec une autre partie, j'ai réservé un voyage dont j'avais toujours rêvé mais que j'avais continuellement reporté, une randonnée en Patagonie. Les paysages austères et magnifiques, le défi physique, le sentiment d'être petit face à la grandeur de la nature, tout cela a contribué à me clarifier les idées, à remettre les choses en perspective. J'ai même utilisé une petite somme pour m'inscrire à un cours avancé lié à mon domaine d'ingénierie, quelque chose que j'avais reporté parce que j'épargnais toujours pour autre chose. Cette fois-ci, cette autre chose, c'était moi.
Mon amitié avec Sarah s'est approfondie. Elle, ainsi que quelques autres amis de confiance et une tante Patty étonnamment compréhensive, sont devenus ma famille redéfinie et des personnes qui offrent le respect mutuel, l'honnêteté et un véritable souci sans attente ni manipulation. La transformation émotionnelle a été graduelle mais profonde. La blessure initiale et la trahison crue ont lentement cédé la place à une colère juste, qui a ensuite alimenté une résolution déterminée et stratégique. Cette résolution, une fois mise en œuvre, a finalement conduit à un sentiment de paix, une force tranquille que je ne savais pas posséder. J'ai pleuré la famille idéalisée que je pensais avoir perdue, celle que j'avais désespérément essayé de maintenir unie. Mais à sa place, j'ai commencé à embrasser la vie plus saine et plus authentique que je construisais pour moi-même. J'ai réalisé que ma propre valeur ne dépendait pas de leur approbation ou de mon rôle de sauveur familial, elle était inhérente. Par l'intermédiaire de tante Patty, j'ai entendu des bribes de nouvelles sur mes parents et Ryan, toujours relayées avec une sorte de douce réticence de sa part. Ryan, comme on pouvait s'y attendre, a subi de graves conséquences pour ses dettes une fois que mon robinet financier a été définitivement fermé. Il n'y avait plus de sauvetage. Mes parents, a-t-elle dit, avaient des difficultés, à la fois financières et émotionnelles. Leur relation était tendue, accablée par le poids total et absolu des problèmes de Ryan et de leur propre complicité dans ce désordre. Leur position sociale soigneusement entretenue dans leur petite communauté a également été touchée. La vérité, même lorsqu'elle est chuchotée, a une façon de s'infiltrer, et les gens, surtout dans les cercles restreints, peuvent reconstituer les choses. Tante Patty a mentionné que de vieux amis de la famille prenaient leur distance avec mes parents. Il n'y a eu aucune vantardise de ma part lorsque j'ai entendu ces choses, aucun sentiment de plaisir vengeur, juste un constat triste et silencieux que ce sont là les conséquences naturelles et inévitables de leurs choix et de leurs actions. Des années se sont écoulées maintenant. Je réussis. Ma carrière a progressé. Je suis dans une relation saine et aimante avec une femme merveilleuse qui respecte mes limites autant que je respecte les siennes. Et j'ai trouvé un profond sentiment de paix. Le rêve de la boulangerie, autrefois symbole puissant de ma dévotion filiale, n'est plus qu'un lointain souvenir doux amer. Il ne me rappelle pas l'échec, mais une leçon cruciale apprise, vous ne pouvez pas forcer les autres à être à la hauteur de vos idéaux, ni sacrifier votre propre bien-être sur l'autel de leur dysfonctionnement. Tout ce que vous pouvez contrôler, ce sont vos propres choix, vos propres actions et votre propre chemin vers la guérison. Les 50 000 $, en fin de compte, étaient le prix de ma liberté, les frais de scolarité pour une éducation inestimable au respect de soi et à la vraie signification de la famille. C'était un prix élevé payé dans le chagrin et la désillusion, mais le retour sur cet investissement à ma paix, mon autonomie, mon moi authentique a été incommensurable. Il a fallu perdre une somme d'argent importante et la famille que je croyais connaître pour enfin me trouver, pour comprendre à quoi ressemble la force authentique et les relations saines. Cela me fait me demander, quelle est la limite la plus difficile que vous ayez jamais dû fixer, peut-être même avec des gens que vous aimiez, et comment cet acte de courage a-t-il finalement changé votre vie ? Je serais intéressé d'entendre vos expériences dans les commentaires ci-dessous.